Je m'assis à la longue table en acajou, les mains fermement jointes sur mes genoux, essayant d'ignorer la façon dont mes parents évitèrent mon regard. La voix de l'avocat, maître Durand, emplissait l'air tandis qu'il lisait les détails du testament de mon grand-père. J'avais espéré, au fond de moi, que mes parents me reconnaîtraient enfin, qu'ils me verraient comme faisant partie de la famille. Au lieu de cela, ils souriaient chaleureusement à ma sœur cadette, Lucie, qui était assise avec assurance à leur côté. L'étude du notaire, au cœur du 8e arrondissement de Paris, avec ses murs tapissés de livres anciens et l'odeur persistante de bois ciré, semblait se rétrécir à chaque mot prononcé. Les rideaux filtraient une lumière jaunâtre qui tombait sur nous comme un jugement silencieux. Dehors, le boulevard Haussmann bouillonnait de vie, indifférent au drame qui se jouait dans cette pièce étouffante. Ma mère, Catherine, ajusta son collier de perles avec un geste nerveux que je ne connaissais que trop bien. Mon père, Jean-Pierre, arborait cette expression impassible qu'il réservait aux occasions où il voulait démontrer sa supériorité. Je les avais vus jouer cette scène lors d'innombrables réunions de famille, dîners de Noël et célébrations d'anniversaire au fil des ans. Toujours le même scénario. Lucie était le joyau, j'étais l'ombre. Quand l'avocat annonça que 2 millions d'euros iraient à Lucie, mes parents applaudirent comme si c'était leur propre victoire. Mon cœur se serra, non par jalousie, mais par le poids pur d'être invisible. J'avais construit ma propre vie, travaillé dur comme professeur à l'université, et je n'avais jamais attendu de faveur. Mais être écarté si froidement, comme si je n'existais pas, faisait plus mal que je ne l'aurais cru possible. « Ta sœur administrera l'avenir de la famille », déclara mon père avec fierté, passant sa main sur l'épaule de Lucie. Ma mère ajouta « Et toi, eh bien, tu devras te débrouiller seule. Tu as toujours été trop indépendante, Isabelle. » Leurs paroles, prononcées si naturellement, se sentaient comme des chaînes autour de ma poitrine. Je me souviens quand tout a commencé, quand j'avais à peine 6 ans et que Lucie est née, la façon dont mes parents la regardaient, comme s'ils avaient attendu toute leur vie pour elle. Moi, qui jusqu'alors avais été le centre de l'attention, je suis devenue la fille qui devait comprendre, celle qui devait être mature, celle qui ne devait pas déranger. « Ta sœur est petite, Isabelle. Tu dois comprendre. » Cette phrase est devenue le refrain de mon enfance. À 12 ans, quand j'ai gagné le concours régional de mathématiques, mes parents n'ont pas pu venir parce que Lucie avait une légère fièvre. À 16 ans, quand on m'a offert une bourse pour étudier un été à Lyon, mes parents ont insisté sur le fait que c'était trop loin, trop tôt. À 22 ans, quand j'ai été diplômée avec mention, ils sont à peine restés pour toute la cérémonie parce que Lucie avait une présentation de danse le lendemain. Et maintenant, à 35 ans, j'étais toujours l'étrangère dans ma propre famille, celle qui n'a jamais cadré avec les plans parfaits de Catherine et Jean-Pierre Moreau. Mon grand-père, François, restait assis au bout de la table, ses mains ridées reposant sur sa canne en bois d'olivier. Nos regards se sont croisés brièvement, et j'ai cru voir une lueur de quelque chose, de la compréhension peut-être, avant qu'il ne baisse à nouveau les yeux. C'était le père de ma mère, un homme qui avait bâti sa fortune à partir de rien avec une usine de textile qui était maintenant un empire. Il avait toujours été un homme de peu de mots, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Maître Durand continua de lire le testament, détaillant des propriétés sur la Côte d'Azur, des actions dans des entreprises nationales, des collections d'art qui iraient à des musées. Chaque annonce était accueillie par des murmures d'approbation ou des soupirs de surprise de la part des autres membres de la famille présents, oncles, tantes, cousins, un ancien associé de mon grand-père. Je restais immobile, un objet inanimé dans une pièce pleine d'ambition. La maison de campagne en Normandie, poursuivit l'avocat, ainsi que la collection de montres anciennes, reviendront à Lucie Moreau. Ma sœur sourit avec ce sourire parfait qu'elle avait perfectionné au fil des ans, le même sourire qu'elle utilisait quand elle me présentait à ses amis comme « Ma sœur aînée, elle est professeure, très intelligente, mais un peu ennuyeuse. » L'air conditionné bourdonnait faiblement, luttant contre la chaleur étouffante de juillet. Une goutte de sueur coula le long de mon dos, mais je me tins droite, avec la dignité qui me restait. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir craquer. Pas après tant d'années à pratiquer l'invisibilité. À Isabelle Moreau, dit Maître Durand. Et pendant un instant, le temps s'arrêta. Tous les yeux se tournèrent envers moi, comme s'ils s'étaient soudainement souvenus que j'étais là, et légué la collection de livres de la bibliothèque personnelle de M. François.
Des livres, bien sûr. L'universitaire reçoit des livres. Je sentis un rire amer se former dans ma gorge, mais je le retins. La bibliothèque de mon grand-père était impressionnante. Certes, avec des premières éditions et des volumes rares, mais le message était clair. Les objets de valeur réelle, ceux qui représentaient le pouvoir et le prestige, n'étaient pas pour moi. Ma mère me regarda avec une expression qui se voulait compréhensive, mais qui ne parvenait qu'à être condescendante. « C'est parfait pour toi, ma chérie », dit-elle de cette voix qu'elle utilisait pour parler aux enfants ou aux personnes qu'elle considérait comme inférieures. « Tu as toujours aimé les livres. » J'acquiesçais machinalement, tandis que le silence froid s'installait à nouveau entre nous, aussi familier que douloureux. J'essayais de garder mon calme, mais à l'intérieur de moi, une tempête se préparait. Lucie se pencha plus près, souriant comme pour me rappeler ma place dans sa hiérarchie soigneusement construite. La pièce, remplie de parents et de conseillers, semblait se rétrécir autour de moi. Je réalisais à ce moment-là que rien de ce que j'avais fait dans ma vie, aucun sacrifice, aucun succès, n'avait jamais été suffisant pour eux. La pendule murale indiquait 12h30 et la réunion durait depuis plus de 2 heures. Dehors, Paris continuait à son rythme effréné, inconsciente de la façon dont mon monde s'effondrait entre ces 4 murs. Maître Durand était passé au détail de la fiducie pour les futurs petits-enfants de la famille, qui seraient tous gérés par Lucie, bien sûr. Comme elle est la seule à avoir une formation en finance, avait expliqué mon père avec ce ton autoritaire qu'il utilisait dans ses réunions d'affaires, Lucie est le choix logique. Personne ne mentionna que mon doctorat en économie me qualifiait parfaitement pour la tâche. Pour eux, mes années à l'université n'étaient qu'une façon de m'occuper en attendant... Quoi, exactement ? Ils ne l'avaient jamais précisé. Je regardais autour de moi, les visages familiers qui composèrent la tapisserie de ma vie. L'oncle Richard, qui m'apportait toujours des livres de ses voyages, mais ne prenait jamais la peine de demander si je les avais lus. La tante Michel, qui me rappelait constamment que, à ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Les cousins qui me traitaient comme une étrangère lors des réunions de famille. Tous regardaient maintenant avec approbation comment Lucie était couronnée héritière du patrimoine Moreau. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais essayé de gagner leur approbation. L'été que j'ai passé à travailler dans l'usine de mon grand-père, apprenant chaque aspect de l'entreprise, seulement pour que mon père dise que je jouais à la femme d'affaires. Les nuits que j'ai passées à aider Lucie avec ses études, pour ensuite entendre ma mère se vanter de la brillance de ma sœur, sans un mot sur ma contribution. Le projet de recherche que j'ai consacré à l'histoire de l'entreprise familiale, que mon père a à peine feuilleté avant de l'archiver dans un tiroir oublié. La résidence de Bordeaux, continuait Maître Durand, ainsi que la collection d'art moderne, reviendront à Lucie Moreau. Une autre propriété, une autre collection, un autre rappel que dans cette famille, j'étais à peine plus qu'une note de bas de page. Mon esprit voyagea jusqu'à cet après-midi de printemps, il y a 15 ans, lorsque j'ai annoncé à mes parents que j'avais été acceptée à la Sorbonne avec une bourse complète. Ma mère avait souri distraitement, tout en passant en revue les préparatifs pour le 15e anniversaire de Lucie. « C'est bien, ma chérie », avait-elle dit, sans lever les yeux de sa liste. Mon père avait à peine grogné de derrière son journal. Mais mon grand-père, qui était en visite, m'avait emmené dîner ce soir-là dans un petit restaurant du quartier de Saint-Germain-des-Prés. « Je suis fière de toi, Isabelle », avait-il dit, ses yeux fatigués brillant d'une émotion qu'il montrait rarement. « Tu as toujours eu de la détermination, comme moi quand j'étais jeune. » Ce fut l'un des rares moments de ma vie où j'ai senti que quelqu'un me voyait vraiment. Les fonds d'investissement sur les marchés internationaux, la voix de Maître Durand me ramena au présent, évalué à environ 3 millions d'euros, seront gérés par Lucie Moreau au profit de la famille. Ma sœur hocha la tête avec cette expression sérieuse qu'elle avait perfectionnée pour ses réunions de travail, la même qu'elle utilisait quand elle voulait impressionner quelqu'un. Ma mère se pencha vers elle, lui chuchotant quelque chose qui les fit sourire toutes les deux, partageant un secret dont j'étais exclue. Un schéma familier depuis que je me souvienne. Les conversations interrompues quand j'entrais dans une pièce, les rires qui s'éteignaient, les regards significatifs. J'ai toujours été l'étrangère, celle qui ne rentrait pas dans le moule parfait de la famille Moreau. Mon père consulta sa montre avec impatience. Il avait probablement une réunion importante, ou peut-être était-il simplement fatigué de la formalité. Il n'avait jamais aimé les cérémonies, sauf quand Lucie a été diplômée ou quand elle a remporté son premier prix important dans l'entreprise.
Pour ces occasions, il trouvait toujours le temps. Et enfin, dit Maître Durand en ajustant ses lunettes, les actions majoritaires de Textiles Moreau, qui constituent le contrôle effectif de l'entreprise, seront transférées à... Il fit une pause, parcourant le document comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il lisait. Le silence dans la salle devint dense, presque palpable. Même mon père cessa de regarder sa montre pour concentrer toute son attention sur l'avocat. Ma mère se redressa sur son siège, et Lucie, pour la première fois de toute la réunion, sembla perdre un peu de sa confiance habituelle. Les actions, continua Maître Durand, en s'éclaircissant la gorge, seront transférées à Lucie Moreau, à la condition qu'Isabelle Moreau soit nommée directrice du département de recherche et développement avec une autonomie complète et un budget alloué annuellement. Mon cœur fit un bond. Avais-je bien entendu? Je regardai mon grand-père, qui gardait les yeux fixés sur sa canne, apparemment indifférent à l'agitation que ses paroles avaient provoquée. Mon père fut le premier à réagir. « C'est absurde », lança-t-il, oubliant toute prétention de décorum. « Isabelle n'a aucune expérience en gestion d'entreprise. C'est une universitaire, elle vit au milieu des livres, pas dans le monde réel. » « Le département de recherche est parfait pour quelqu'un avec sa formation, » intervint mon oncle Richard, toujours le diplomate. « Et l'entreprise a besoin d'innovation pour rester compétitive. Mais lui donner une autonomie complète, » protesta ma mère, « et un budget sans supervision. François, tu n'as sûrement pas bien réfléchi à cela. » Mon grand-père leva enfin les yeux. Ses yeux, si semblables aux miens selon ce que disait toujours la famille, parcoururent la table jusqu'à se fixer sur ma mère. J'ai réfléchi à chaque mot de mon testament pendant des années, Catherine. Rien n'est écrit au hasard. Je me sentais abasourdie. Après une vie à être ignorée, j'étais soudainement au centre de l'attention, et pas de la manière que j'aurais attendue. Ce n'était pas la reconnaissance dont j'avais rêvé, mais quelque chose de plus complexe, de plus calculé. Mon grand-père ne me donnait pas le contrôle de l'entreprise. Cela restait pour Lucie. Mais il me donnait mon propre espace. Un territoire où je pourrais travailler sans l'ombre constante de ma sœur ou la désapprobation de mes parents. Lucie me fixa, un mélange de confusion et de calcul dans les yeux. Elle avait toujours été douée pour évaluer les situations, pour voir comment en tirer avantage. « Ça pourrait fonctionner », dit-elle finalement, sa voix mesurée. « Isabelle a toujours eu de bonnes idées. Elle a juste besoin de la bonne structure. » La condescendance dans son ton fut la goutte qui fit déborder le vase. Toutes ces années à supporter d'être traitée comme une enfant, comme quelqu'un qui avait besoin d'être guidé, supervisé, corrigé. Toutes ces années à essayer de prouver ma valeur à des personnes qui n'avaient jamais voulu la voir. Je me levai lentement, ma chaise raclant contre le sol poli. Ma voix trembla au début, mais devint ensuite ferme. « Je comprends. Vous avez pris votre décision. Je ne vais pas supplier pour ce qui ne m'a jamais été destiné. » Des soupirs résonnèrent dans la pièce, mais mes parents échangèrent seulement des regards satisfaits, comme s'ils s'étaient enfin débarrassés d'un fardeau. Alors que je me dirigeais vers la porte, une lourde tristesse m'enveloppa. Il ne s'agissait pas de l'argent ou du pouvoir. Il s'agissait des années de négligence, des années à essayer de gagner leur approbation. Et à ce moment, je pensais que j'avais perdu ma dernière chance d'être vue. L'étude de Maître Durand, avec ses lourds rideaux et ses étagères remplies de tomes juridiques, semblait se refermer sur moi. Dehors, la lumière de midi parisien serait aveuglante, après des heures passées dans cette pièce étouffante. Je pensais au petit appartement que j'avais près de l'université, aux examens que je devais corriger, à la vie simple mais honnête que j'avais construite loin de l'ombre de ma famille. C'était peut-être mieux ainsi. Peut-être que la liberté qui venait avec le fait d'être ignorée était, à sa manière, un cadeau. Juste au moment où j'atteignais la poignée de la porte, j'entendis le bruit d'une chaise qui raclait derrière moi. Mon grand-père, fragile mais digne, se leva lentement. Sa seule présence fit taire toute la pièce. Je restais immobile, ne sachant pas à quoi m'attendre. Il avait peu parlé pendant la lecture, et j'avais supposé qu'il était d'accord avec la décision de mes parents. François marcha vers moi, chaque pas délibéré, sa canne frappant doucement contre le sol. Le silence était si profond que je pouvais entendre le tic-tac de la pendule murale et les respirations contenues de toutes les personnes présentes. Mon père fit un mouvement comme pour se lever, mais ma mère l'arrêta d'une main sur son bras, ses yeux fixés sur la silhouette voûtée de son propre père. Quand il arriva enfin jusqu'à moi,
Mon grand-père posa une main tremblante sur mon épaule, puis m'attira dans une étreinte. Pour la première fois depuis des années, je sentis de la chaleur, un amour authentique et inconditionnel. Sa voix était basse, mais ferme. Tu as toujours été celle qui m'a compris, celle qui s'est souciée sans rien demander en retour. L'odeur familière de son eau de Cologne, mélangée à l'odeur de tabac à pipe qui l'accompagnait toujours, me transporta instantanément dans mon enfance. Aux après-midi que nous passions dans sa bibliothèque, pendant qu'il me montrait les livres rares qu'il avait collectionnés tout au long de sa vie. Au dimanche, au jardin du Luxembourg, quand il m'achetait une glace et écoutait patiemment mes rêves d'enfant de devenir exploratrice ou scientifique. Aux lettres qu'il m'envoyait pendant mes années universitaires, les seules de ma famille qui ne contenaient pas de critiques voilées ou de comparaison avec Lucie. « Grand-père, murmurai-je, ma voix à peine audible, tu n'as pas à faire ça. Je vais bien, vraiment. » Il s'écarta légèrement, ses mains ridées tenant mes bras, ses yeux, de la même teinte noisette que les miens, étudiant mon visage comme s'il voulait mémoriser chaque détail. « Non, Isabelle, tu ne vas pas bien, et c'est en partie ma faute. J'ai vu comment ils t'ont traité toutes ces années, et je n'ai pas fait assez pour l'arrêter. » À ce moment, les expressions suffisantes de mes parents flanchèrent. Le sourire moqueur de Lucie disparut. Mon grand-père plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe. Je ne compris pas jusqu'à ce qu'il la mette dans mes mains. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, confuse. « Ouvre-la » dit-il simplement. Avec des doigts tremblants, je dépliai le papier. C'était une lettre, écrite avec la calligraphie élégante et démodée de mon grand-père. La date dans le coin supérieur était d'il y a 3 mois, peu après son diagnostic de cancer en phase terminale. « Chère Isabelle, » commençait-elle, « quand tu liras ceci, nous serons probablement dans le bureau de Durand, entourés de familles et d'avocats. Tu auras entendu les dispositions officielles de mon testament, mais ce que tu tiens maintenant est tout aussi contraignant, bien que plus personnel. Tu as toujours été différente du reste de la famille. Je vois en toi la même curiosité, la même intégrité qui m'a guidée quand je suis partie de rien avec juste un métier à tisser et une idée. Je vois aussi la douleur que t'a causé le fait d'être toujours l'étrangère dans ta propre famille. Crois-moi quand je te dis que je te comprends mieux que tu ne l'imagines. Ta grand-mère, que Dieu ait son âme, a été la seule à voir mon potentiel, quand tous les autres me considéraient comme un rêveur sans avenir. Ce que je t'offre n'est pas de la charité, ni une tentative de compenser des années d'injustice. C'est une reconnaissance. La reconnaissance de la valeur que tu as toujours eue, de la force que tu as montrée, de la dignité avec laquelle tu as supporté d'être ignorée et méprisée. Sur un compte séparé, à ton nom, j'ai déposé 20 millions d'euros. C'est à toi, sans condition ni attente. Tu peux l'utiliser pour la recherche, pour voyager, pour créer la vie que tu veux, loin des ombres de cette famille. Ou tu peux l'utiliser pour transformer Textiles Moreau de l'intérieur, à travers le département qui est maintenant sous ton contrôle. Quel que soit ton choix, je veux que tu saches que je suis fière de toi, non pas pour ce que tu feras avec cet argent, mais pour la personne que tu es, malgré tout ce que tu as affronté. La pièce retint collectivement son souffle quand j'eus fini de lire. Ma vision se brouilla un instant, non par incrédulité, mais à cause des larmes que j'avais contenues. 20 millions d'euros. Une fortune qui m'accordait non seulement la sécurité financière, mais la liberté. Une vraie liberté de choisir mon propre chemin. Un lourd silence tomba sur la table. Mes parents s'agitèrent mal à l'aise sur leur siège. La mâchoire de Lucie tomba, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Maître Durand s'éclaircit la gorge, confirmant à voix haute ce que tout le monde savait déjà. Mon grand-père avait réservé son plus grand cadeau, son héritage le plus significatif, non pas pour la petite fille qui avait toujours été favorisée, mais pour moi. Je ne pouvais pas parler. Tout ce que je parvins à faire fut de serrer la lettre contre ma poitrine, la main de mon grand-père stabilisant la mienne. Il me regarda avec fierté, et dans ses yeux, je vis ce que j'avais désiré toute ma vie. Non pas la validation de mes parents, mais la reconnaissance de quelqu'un qui connaissait vraiment ma valeur. « Tu ne peux pas faire ça ?» La voix de ma mère brisa le silence, aiguë et tendue. « C'est de la folie, papa. Isabelle n'a aucune expérience dans la gestion de quelque chose comme ça. Elle ruinera tout ce que tu as construit. » Mon grand-père ne se tourna pas pour la regarder. Il garda les yeux fixés sur moi en répondant. « Ce qui ruinerait mon héritage serait de permettre que le schéma que toi et Jean-Pierre avez établi se poursuive. Cette entreprise a été construite sur l'innovation et le respect,
pas sur les hiérarchies et le favoritisme. « Mais 20 millions !» protesta mon père, son visage devenant rouge. « C'est une somme obscène, plus que ce que tu as laissé même à tes propres enfants. » « C'est exactement ce qu'elle mérite, » répondit mon grand-père avec un calme qui contrastait avec l'agitation croissante autour de nous. « Et c'est mon argent à donner comme je le juge approprié. » Lucie, toujours prompte à s'adapter, changea son expression de choc pour une expression de calcul. « Isabelle, » dit-elle, avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Nous pourrions travailler ensemble sur ce projet. J'ai les contacts, tu as les idées. Nous serions imparables. » Je regardais ma sœur, la regardais vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Je vis la petite fille qui avait été adorée dès sa naissance. Je vis l'adolescente qui avait appris à manipuler tout le monde autour d'elle. Je vis la femme qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans sa vie. Et pendant un moment, j'eus pitié d'elle. « Lucie, » dis-je doucement, « nous avons toujours travaillé ensemble. Moi je travaillais. Toi tu en prenais le crédit. Je pense qu'il est temps que nous trouvions toutes les deux nos propres chemins. » Mon grand-père serra ma main une dernière fois et murmura « Vis ta vie selon tes propres termes. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Ces mots signifiaient plus que la fortune qu'il m'avait donnée. Ils marquaient la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Toujours la lettre à la main, mon grand-père fit un signe à Maître Durand, qui hocha la tête et sortit une autre enveloppe de sa mallette. Celle-ci était plus petite, scellée avec le logo bleu de la BNP Paribas. Mon grand-père la prit et me la tendit avec une solennité qui fit retenir leur souffle à tous dans la pièce. « Pour qu'il n'y ait aucun doute sur mes intentions, » dit mon grand-père, sa voix faible mais déterminée remplissant le silence de la pièce. Mes doigts tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Le papier que j'en sortis faillit faire céder mes genoux. Un chèque avec le chiffre de 20 millions d'euros, écrit à l'encre bleu clair, avec la signature inimitable de mon grand-père dans le coin inférieur. C'était réel, tangible, pas seulement des mots dans une lettre, mais un document bancaire que je pourrais encaisser dès demain si je le souhaitais. La réalité de ce qui se passait me frappa de plein fouet. Ce n'était pas seulement un geste symbolique. Mon grand-père me donnait réellement les moyens de transformer complètement ma vie. « François, c'est absurde. » La voix de mon père résonna dans la pièce, brisant le silence respectueux qui s'était installé. Isabelle ne saurait pas quoi faire avec autant d'argent. Elle le dépenserait probablement dans un projet universitaire sans intérêt ou le donnerait à une cause perdue. « Exactement, » répondit mon grand-père avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années, peut-être depuis avant que la maladie ne commence à le consumer. C'est son argent pour en faire ce qu'elle juge approprié. Pas pour que tu le contrôles, Jean-Pierre. Ma mère se leva, son visage habituellement composé maintenant déformé par l'indignation. « Papa, nous avons toujours respecté tes décisions, mais ceci va à l'encontre de tout ce que tu as défendu. La famille unie, l'entreprise comme priorité. Que diraient tes associés s'ils savaient que tu as donné une fortune à quelqu'un qui ne travaille même pas dans l'entreprise? Ils diraient que j'ai enfin pris une décision basée sur le mérite et non sur les apparences, » répondit mon grand-père, sa voix gagnant en force à chaque mot. Isabelle ne travaille peut-être pas chez Textiles Moreau, mais elle a montré plus d'intégrité et de détermination que beaucoup de ceux qui y travaillent. Ma tante Michel, toujours prompte à attiser tout conflit familial, intervint. « Catherine a raison, François. C'est une insulte pour nous tous que tu favorises ainsi celle qui s'est tenue à l'écart des affaires familiales. » À l'écart ? La voix de mon grand-père prit un ton tranchant que je ne me souvenais pas avoir entendu auparavant. Isabelle ne s'est pas tenue à l'écart. Elle a été mise à l'écart. Vous tous, avec vos rebuffades, vos comparaisons constantes, votre incapacité à voir au-delà de vos attentes étroites. Un silence gêné suivit ces paroles. Mon cousin Alexandre, le fils de Michel, se racla la gorge nerveusement. Maître Durand ajusta ses lunettes, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Lucie, qui était restée inhabituellement silencieuse, parla enfin. « Grand-père, je comprends que tu veuilles être juste, mais cette somme est excessive. Tu aurais pu lui donner 1 million, même 2, mais 20 millions changent tout l'équilibre familial. »« Précisément, » répondit mon grand-père, et pour la première fois, je vis dans ses yeux une lueur de l'homme d'affaires impitoyable qui avait bâti un empire à partir de rien. L'équilibre familial, comme tu l'appelles, est déséquilibré depuis des décennies. Je regardais à nouveau le chèque, encore incapable d'assimiler complètement ce que cela signifiait. Avec cette somme, je pourrais fonder mon propre institut de recherche,
ou voyager à travers le monde pour étudier les sujets qui m'avaient toujours passionné, ou simplement acheter une maison sur la côte et vivre tranquillement, loin du drame familial. Isabelle. La voix de mon père adopta ce ton persuasif qu'il utilisait dans les négociations difficiles. Tu sais que ce n'est pas pratique. Pourquoi ne pas convenir que l'argent soit incorporé dans la fiducie familiale? Tu y aurais accès, bien sûr, mais avec la supervision appropriée. Avant que je puisse répondre, mon grand-père intervint. L'argent est sur un compte auquel seule Isabelle peut accéder. J'ai déjà signé tous les documents nécessaires. Il n'y a rien à convenir, Jean-Pierre. L'expression de mon père se durcit, et pendant un instant, je vis une lueur de la colère qu'il avait toujours soigneusement contrôlée en public. C'est une erreur que tu regretteras, François. La seule erreur que je regrette, répondit mon grand-père avec un calme qui contrastait avec la tension croissante, est de ne pas avoir fait cela il y a des années. Ma mère, toujours plus subtile que mon père, changea de tactique. Elle s'approcha de moi, son visage composé d'une expression de préoccupation maternelle qu'elle m'avait rarement adressée. « Isabelle, ma chérie, tu dois comprendre la responsabilité que cela implique. C'est une somme qui pourrait te détruire si tu ne la gères pas correctement. Laisse-nous t'aider. » Je sentis une vague d'émotions contradictoires, de la gratitude envers mon grand-père, un étrange sentiment de triomphe, mais aussi une profonde tristesse, face au fait que même à ce moment, mes parents ne pouvaient pas simplement se réjouir pour moi. Il y avait toujours un agenda, toujours un moyen de garder le contrôle. « Merci, maman », dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Mais je pense que je peux gérer mon propre argent. Après tout, j'ai un doctorat en économie. » Je vis sa mâchoire se crisper, le seul signe visible de sa frustration. Mon père n'essaya même pas de cacher la sienne, frappant la table d'un poing qui fit sursauter les tasses de café que l'assistant de maître Durand avait servi des heures auparavant. « C'est de la folie », s'exclama-t-il. « François, tu laisses ton sentimentalisme ruiner des décennies de planification familiale. Tu crois qu'Isabelle pourra maintenir l'héritage Moreau avec ses idées progressistes et son manque d'expérience du monde réel ? » Mon grand-père se contenta de sourire. Un sourire fatigué, mais satisfait. L'héritage Moreau n'est pas ce que tu crois, Jean-Pierre. Il ne s'agit pas d'accumuler du pouvoir ou de maintenir les apparences. Il s'agit d'intégrité, d'innovation et de justice. Des valeurs qu'Isabelle incarne mieux que quiconque dans cette pièce. Les paroles de mon grand-père tombèrent comme des pierres dans un étang, créant des ondes de malaise qui se propagèrent dans toute la salle. Je vis mon oncle Richard échanger des regards avec sa femme, mes cousins chuchoter entre eux, Lucie se mordre la lèvre inférieure, un geste qu'elle ne faisait que lorsque ses plans s'effondraient. Maître Durand, sentant peut-être que la situation devenait trop volatile, intervint avec sa voix professionnelle. « Si vous me le permettez, il y a d'autres questions que nous devons aborder. Le transfert des titres de propriété, les arrangements pour la collection d'art, les instructions spécifiques pour la fondation caritative. » Mais personne ne lui prêtait attention. Toute la pièce était divisée en deux camps, ceux qui me regardaient avec un mélange d'envie et de ressentiment, et ceux qui observaient mon grand-père avec incrédulité et confusion. Et au milieu de tout cela, je restais debout, le chèque toujours entre mes mains, sentant le poids des années d'invisibilité commencer à se lever de mes épaules. Pour la première fois, je n'étais pas l'autre sœur, ou l'universitaire, ou celle qui n'a jamais trouvé sa place. J'étais Isabelle Moreau, héritière de 20 millions d'euros, et du véritable esprit de mon grand-père. Le chèque n'était pas seulement de l'argent, c'était une validation, c'était la liberté. C'était mon grand-père qui disait, de la manière la plus claire possible, qu'il me voyait et m'appréciait exactement comme j'étais, non pas comme les autres avaient voulu que je sois. Soudain, le calme se rompit. Ma mère se leva brusquement, son visage pâle, mais sa voix aussi tranchante qu'un couteau. Ça doit être une erreur. Elle ne sait pas comment gérer une chose pareille. La main de mon père frappa la table avec une telle force que le vase de camélia qui décorait le centre vacilla dangereusement. « Nous étions censés tout contrôler !» cria-t-il, sans se soucier de qui l'entendait. Maître Durand, visiblement mal à l'aise face au spectacle qui se déroulait dans son bureau, tenta de rétablir l'ordre. « S'il vous plaît, messieurs, dames Moreau, je vous prie de garder votre sang-froid. C'est une procédure légale et... »« Au diable, la procédure !» l'interrompit mon père, le visage rougi par la colère. « François,
Cela va à l'encontre de tout ce dont nous avons parlé pendant des années. La succession de l'entreprise, la préservation du patrimoine familial, tout. Mon grand-père, qui avait repris son siège, semblait étrangement serein au milieu de la tempête qui l'avait déchaîné. « Jean-Pierre », dit-il avec cette voix calme qu'il avait toujours utilisée pour conclure des négociations difficiles. Ce dont nous avons parlé pendant des années était basé sur des hypothèses que je ne partage plus. La principale étant qu'Isabelle ne faisait pas partie des plans pour l'avenir de Textiles Moreau. « Parce qu'elle n'a jamais montré d'intérêt », s'exclama ma mère, ses mains tremblantes ajustant nerveusement son collier de perles. Toujours avec ses livres, ses recherches, son monde universitaire loin de la réalité. L'amertume dans sa voix me surprit, comme si mon choix de carrière avait été une sorte de trahison personnelle, un affront délibéré à la famille. Quand ma passion pour la connaissance était-elle devenue si menaçante pour eux? Jamais montré d'intérêt? La voix de mon grand-père prit un ton dangereusement tranchant. « Catherine, ta fille a passé 3 étés à travailler dans chaque département de l'usine, apprenant chaque aspect de l'entreprise. Elle a écrit sa thèse de doctorat sur les stratégies d'innovation durable dans l'industrie textile française, en utilisant notre entreprise comme étude de cas. Elle a présenté au Conseil, non pas une, mais 3 propositions détaillées pour moderniser nos lignes de production. Des propositions que toi et Jean-Pierre avez systématiquement bloquées. » Je vis la surprise sur les visages de plusieurs personnes présentes. Mon oncle Richard me regarda avec un intérêt renouvelé, et même Maître Durand semblait reconsidérer son opinion sur moi. « Cela ne signifie pas qu'elle est prête à gérer 20 millions d'euros, insista mon père, bien que sa voix ait perdu une partie de sa conviction antérieure. « François, s'il te plaît, reconsidère. Nous pouvons établir une fiducie, avec des conditions spécifiques pour son utilisation. J'ai déjà pris ma décision, » répondit mon grand-père avec fermeté. « Et ce n'est pas négociable. » Le désespoir de mes parents remplissait la pièce comme de la fumée. Ils supplièrent, raisonnèrent, m'accusèrent même d'avoir manipulé mon grand-père. Mais la vérité était indéniable. Ils m'avaient choisi, moi, et non eux, et rien de ce qu'ils diraient ne pourrait défaire cela. Pour la première fois, j'observais comment les figures puissantes qui m'avaient méprisé toute ma vie s'effondraient devant tout le monde. Lucie, habituellement si sûre d'elle, ressemblait maintenant à une enfant à qui on aurait enlevé son jouet préféré. Elle se tourna vers mes parents, son visage un masque d'indignation. « Vous devez faire quelque chose. Ça ne peut pas être légal. Grand-père est malade. Il n'a pas toute sa tête. » « Je vous assure, » intervint Maître Durand, « que Monsieur François a subi des évaluations médicales complètes et est en pleine possession de ses facultés mentales. Ce testament est juridiquement contraignant à tous égards. Il doit y avoir un moyen de le contester, » insista Lucie, sa voix montant d'un ton. Isabelle lui a monté la tête. Elle a toujours été comme ça, faisant semblant d'être la petite fille parfaite quand aucun de nous ne regardait. L'injustice de son accusation me laissa momentanément sans voix. Moi, faire semblant? Moi, manipuler? Alors que toute ma vie avait été exactement le contraire. Authentique au point d'être isolée, honnête au point d'être exclue. « Lucie », dit mon grand-père, et quelque chose dans son ton fit visiblement reculer ma sœur. « Surveille tes paroles. Je ne tolérerai pas que tu diffames ta sœur en ma présence. » Mais grand-père, Lucie passa instantanément à un ton suppliant, des larmes perlant à ses yeux. C'était une tactique que je l'avais vue utiliser d'innombrables fois, une qui fonctionnait toujours avec mes parents. Tu sais à quel point j'ai travaillé pour l'entreprise, à quel point je me suis efforcée d'être digne de ta confiance. « Je le sais, » répondit-il, sa voix s'adoucissant un peu. « Et c'est pourquoi tu contrôles toujours les actions majoritaires de Textiles Moreau. Je ne te prends rien, Lucie. Je donne simplement à Isabelle ce qui aurait toujours dû lui revenir, la reconnaissance et la liberté de forger son propre chemin. » Ma mère, toujours plus stratégique que mon père, changea d'approche. Elle s'approcha de mon grand-père et s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant sa main entre les siennes. « Papa, » dit-elle d'une voix douce, « je comprends que tu veuilles être juste avec Isabelle. Et tu as raison. Peut-être que nous ne l'avons pas appréciée comme nous aurions dû. Mais il y a d'autres moyens de compenser cela. Un département dans l'entreprise, un poste au conseil d'administration, même une allocation généreuse. Mais ceci rompt l'équilibre familial qui t'a toujours tant importé. » Mon grand-père regarda sa fille avec un mélange de tristesse et de détermination.
Catherine, l'équilibre familial dont tu parles n'a jamais vraiment existé. Ce qu'il y avait, c'était une dynamique où certains membres de la famille étaient systématiquement favorisés par rapport à d'autres, et j'ai été complice de cela pendant trop longtemps. C'est ridicule, explosa à nouveau mon père. Tu agis comme si nous avions maltraité Isabelle toute sa vie. Elle a toujours eu tout ce dont elle avait besoin. Une éducation de premier ordre, un soutien financier pour ses études, même cet appartement dans le quartier latin qu'elle a insisté pour acheter alors que toute personne sensée aurait choisi un meilleur quartier. Un soutien financier pour mes études, répétai-je, trouvant enfin ma voix. Tu parles de la bourse complète que j'ai obtenue par mes propres mérites? Ou peut-être du travail à temps partiel que j'ai eu pendant toutes mes études? Et l'appartement dans le quartier latin? Je l'ai acheté avec mon premier salaire de professeur adjointe, après avoir économisé pendant 3 ans. Tu n'as rien eu à voir avec ça. Mon père me regarda comme s'il me voyait pour la première fois, un mélange de confusion et d'autre chose. De la honte, peut-être, traversant son visage. Ce n'est pas possible. Nous avons payé? Non, Jean-Pierre, interrompit mon grand-père. Tu n'as rien payé. J'ai déposé de l'argent sur son compte quand elle a commencé l'université. Mais elle ne l'a jamais utilisé. Elle m'a remboursé chaque centime quand elle a obtenu son premier emploi. Un silence gêné suivit cette révélation. Je vis ma mère et mon père échanger des regards, comme s'ils essayaient de reconstruire un récit qui s'effondrait sous leurs yeux. Lucie, toujours prompte à s'adapter, changea à nouveau de tactique. « Isabelle, dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je sais que nous avons eu nos différends, mais nous sommes sœurs. Nous pourrons toujours trouver un terrain d'entente, n'est-ce pas? Peut-être que tu pourrais envisager d'investir une partie de cet argent dans l'entreprise, en tant que partenaire. Je pourrais te guider, m'assurer que tu obtiennes un bon retour sur investissement. » La transparence de sa manœuvre était presque douloureuse à voir. 20 minutes plus tôt, elle m'avait regardé avec dédain. Maintenant, elle essayait de faire de moi sa partenaire d'affaires. « Je ne pense pas que ce soit ce que grand-père avait en tête, » répondis-je, surprise par le calme de ma voix. « Mais merci pour l'offre. » Le désespoir sur les visages de ma famille était de plus en plus évident. Je vis mon père consulter nerveusement son téléphone, cherchant probablement à contacter un avocat qui pourrait les aider à contester le testament. Je vis ma mère regarder son père avec un mélange de colère et de supplication. Je vis Lucie se mordre la lèvre, son esprit travaillant à toute vitesse, cherchant un angle, une stratégie pour reprendre le contrôle. Et au milieu de tout ce chaos, je sentis une étrange paix s'installer en moi. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que cela changeât certainement beaucoup de choses. C'était la validation publique, la reconnaissance explicite de ma valeur par la seule personne dont l'opinion comptait vraiment pour moi. Je regardais mes parents, leurs visages tordus par l'avidité et la peur, et je sentis un calme étrange. L'argent lui-même n'importait pas autant que ce qu'il représentait. J'étais libre d'eux. Je n'étais plus liée à leur approbation. Je n'étais plus désespérée d'obtenir leur reconnaissance. Maître Durand, sentant peut-être que la réunion avait atteint son point de basculement, commença à rassembler ses documents. S'il n'y a pas d'autres questions à traiter, je pense que nous pouvons considérer cette session comme terminée. Sa voix professionnelle contrastait avec la tension émotionnelle qui saturait la pièce. Mon grand-père me serra la main une dernière fois et murmura « Vis ta vie selon tes propres termes. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Ces mots signifiaient plus que la fortune qu'il m'avait donnée. Ils marquaient la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Le soleil de l'après-midi parisien entrait obliquement par les fenêtres du bureau, créant de longs rectangles dorés sur le tapis persan. Dehors, la ville continuait son rythme incessant. Des chauffeurs de taxi klaxonnant, des touristes photographiant l'Opéra Garnier, des employés de bureau se hâtant vers le métro. Un monde normal, quotidien, qui semblait d'une certaine manière plus accessible que jamais. « Isabelle !» La voix de ma mère interrompit mes pensées. Elle s'était suffisamment ressaisie pour adopter à nouveau ce ton de supériorité morale qu'elle utilisait toujours avec moi. « J'espère que tu réfléchiras sérieusement aux implications de tout cela. L'argent change les gens, et pas toujours pour le mieux. » C'était le même ton qu'elle avait utilisé lorsque j'avais décidé d'étudier l'économie plutôt que le droit, comme elle l'aurait préféré. Le même ton condescendant qu'elle employait chaque fois que mes décisions divergeaient du chemin qu'elle avait tracé pour moi. « Je sais, maman, » répondis-je, me surprenant moi-même par la sincérité de ma voix. J'ai vu comment l'argent a façonné cette famille toute ma vie. Je vis une lueur de quelque chose. De la reconnaissance, peut-être ?
dans ses yeux avant qu'elle ne durcisse à nouveau son expression. Mon père, moins subtil, n'essayait même pas de cacher sa désapprobation. « Ça ne se termine pas ici », dit-il, son ton à mi-chemin entre la menace et l'avertissement. « Il y a des procédures légales, des évaluations de capacité mentale, des précédents juridiques. » Jean-Pierre, la voix de mon grand-père, bien que faible, trancha ses paroles comme un couteau. « Épargne-toi cet effort. Mes avocats ont examiné chaque aspect de ce testament pendant des mois. Il est inattaquable. » Mon père ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais ma mère l'arrêta d'une main sur son bras. Elle avait toujours été la plus pragmatique des deux, celle qui savait quand une bataille était perdue. Lucie, cependant, n'était pas prête à abandonner si facilement. Elle s'approcha de moi, ses yeux, si semblables aux miens par la couleur, si différents par l'expression, fixés sur mon visage. « Je ne comprends pas, Isabelle. Qu'as-tu fait pour mériter ça ? » « C'est moi qui ai été à chaque réunion de famille, à chaque événement de l'entreprise, en maintenant les apparences pendant que tu te cachais dans ton monde universitaire. » Il y avait quelque chose de presque douloureux dans sa confusion sincère. Pour elle, la valeur avait toujours résidé dans les apparences, dans le respect du scénario établi par nos parents. L'idée que quelqu'un puisse être valorisé pour son authenticité, pour son intégrité, était complètement étrangère à sa façon de comprendre le monde. « Je n'ai rien fait pour le mériter, Lucie, » répondis-je doucement. « C'est précisément là toute la question. Ce n'est pas un prix pour avoir joué un rôle ou répondu à des attentes. C'est une reconnaissance de qui je suis, pas de ce que je fais. »« Quelle philosophie pratique !» lança-t-elle, l'amertume filtrant à travers sa façade de sang-froid. « Être récompensé pour ne rien faire. » Mon grand-père, qui avait observé notre échange en silence, intervint. « Lucie, cette attitude est exactement la raison pour laquelle Isabelle mérite cette reconnaissance. Elle n'a jamais considéré les relations familiales comme des transactions, elle n'a jamais mesuré sa valeur en termes de ce qu'elle pouvait obtenir des autres. » Un silence gêné suivit ces paroles. Je vis mon oncle Richard échanger des regards significatifs avec sa femme, mes cousins chuchoter entre eux, et même Maître Durand esquisser un léger sourire d'approbation. Soudain, je ressentis une envie irrésistible de sortir de là, de respirer de l'air frais, d'être n'importe où sauf dans cette pièce étouffante remplie de ressentiments et d'attentes déçues. Je pliai soigneusement le chèque et le rangeai dans mon sac à main avec la lettre de mon grand-père. « Je crois qu'il est temps pour moi de partir, » dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Ce n'était pas la voix timide de l'Isabelle qui était entrée dans cette pièce des heures plus tôt, celle qui s'excusait toujours d'exister. C'était la voix de quelqu'un qui savait enfin exactement qui elle était et quelle était sa place dans le monde. Mon grand-père hocha la tête, un sourire fatigué mais satisfait illuminant son visage vieilli. « Va en paix, ma fille. Nous parlerons bientôt. » Je me penchai pour l'embrasser sur la joue, inhalant cette odeur familière d'eau de Cologne et de tabac que j'associerai toujours à lui, à la sécurité, au fait d'être vraiment vue. « Merci, » murmurai-je, sachant que ces 2 syllabes contenaient un univers de gratitude que les mots ne pourraient jamais exprimer pleinement. Alors que je me dirigeais vers la porte, je sentis tous les regards sur moi. L'incrédulité de mes parents, le ressentiment de ma sœur, la curiosité de mes oncles et cousins, l'approbation silencieuse de mon grand-père. Pour la première fois de ma vie, ces regards ne me définissaient pas, ne déterminaient pas ma valeur ou ma place dans le monde. L'air chaud de Paris m'accueillit comme une bénédiction lorsque je sortis dans la rue. La lumière du soleil, le bruit de la circulation, les conversations des passants, tout semblait plus vif, plus réel. Je m'arrêtai un instant sur les marches de l'immeuble, me permettant de ressentir le poids de ce qui venait de se passer. 20 millions d'euros. La liberté. La reconnaissance. La fin de décennies passées à essayer de gagner une place dans une famille qui n'avait jamais vraiment voulu m'inclure. Je sortis mon téléphone et vis plusieurs appels manqués d'Hélène, ma meilleure amie depuis l'université, la personne qui m'avait soutenue à travers d'innombrables drames familiaux et déceptions. Je composais son numéro, ayant besoin de partager ce qui venait de se passer avec quelqu'un qui me connaissait vraiment. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle immédiatement en répondant, sans s'embarrasser de salutations. Elle savait à quel point j'avais redouté cette réunion. Différemment de tout ce que j'aurais pu imaginer, répondis-je, en commençant à marcher vers la place Dauphine. Je te raconterai tout, mais j'ai d'abord besoin d'un café.
On peut se retrouver chez Angelina dans une demi-heure ? J'arrive, dit-elle sans hésiter. C'était toute Hélène, toujours présente quand j'avais besoin d'elle. En marchant dans les rues pavées du centre de Paris, je réfléchis à l'étrange tournant que ma vie avait pris au cours des dernières heures. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que cela ouvrît certainement des possibilités que je n'avais jamais sérieusement envisagées auparavant. C'était la libération d'un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de ne pas le porter. Je pensais à toutes les choses que je pourrais faire maintenant. Fonder cet institut de recherche sur l'économie durable dont j'avais toujours rêvé, voyager dans des endroits que je n'avais connus que par les livres, peut-être même acheter une petite maison sur la côte normande ou écrire ce livre qui germait dans mon esprit depuis des années. Mais au-delà des possibilités matérielles, ce qui m'enthousiasmait vraiment, c'était la liberté émotionnelle. Je n'aurais plus à justifier mes choix devant mes parents. Je n'aurais plus à supporter les comparaisons constantes avec Lucie. Je n'aurais plus à prétendre que les réunions de famille froides et formelles étaient suffisantes. En arrivant sur la place Dauphine, je m'arrêtai un instant pour absorber l'agitation autour de moi. Des touristes prenant des photos, des serveurs servant des verres de vin et des planches de fromage sur les terrasses, des artistes de rue divertissant de petits groupes de spectateurs. La vie normale, quotidienne, qui continuait malgré le fait que mon propre monde venait de se transformer complètement. Et en attendant Hélène, contemplant le ciel bleu vif au-dessus de la place, je réalisais que pour la première fois de ma vie d'adulte, l'avenir ne ressemblait pas à une série de compromis et de concessions. Il ressemblait à une toile blanche, prête à être peinte avec les couleurs de mon choix. Mon grand-père avait raison. Vivre ma vie selon mes propres termes était le plus grand cadeau que je pouvais recevoir. Et même si je savais qu'il y aurait des défis à venir, les inévitables batailles juridiques que mes parents essaieraient sûrement d'engager, la relation fracturée avec ma sœur, les complications qui accompagneraient ce changement soudain dans ma situation financière, je me sentais prête à les affronter, parce que je savais enfin exactement qui j'étais, et cela valait plus que tous les millions du monde.